Bienvenue à toutes et à tous hein, pour ce webinaire d'information qu'on a voulu faire avec Lamine très rapidement pour vous faire un peu le point hein, sur tout ce qui s'est passé ces derniers jours, ces dernières semaines et ce qui a permis de prendre des décisions sur le mouvement de mobilisation du 3 juin. D'abord, avant de passer la parole à Lamine, je voulais vous dire personnellement, vous remercier hein, pour la mobilisation de toutes et de tous qui a permis vraiment d'avoir une communication importante, d'avoir finalement d'emporter aussi conviction auprès des élus, auprès de beaucoup de soutien et qui a permis de marquer une étape décisive qui sera à consolider dans la durée, mais qui a été quand même un moment important et tout à fait unique de la fédération. Lamine, je t'en prie, cher président, je te laisse Merci, bien sûr faire cette présentation. merci Christine. Je pensais que tu parlerais un petit peu plus longtemps parce que le chiffre monte. Nous sommes à 148. Donc, si vous voulez bien, on va attendre une minute ou deux et puis on va commencer. Voilà, 150, 150, 153, 154. Oui, on a eu 250 inscrits là vers 10 heures ce matin, probablement on sera un peu plus que ça. Mais en fait, pour tout te dire, je ne voyais pas le compteur, c'est la raison pour laquelle j'ai pas tilté sur cela, On va attendre 2 minutes. bien entendu. Voilà, 165. Bon, écoutez, on est à 169. Donc, On a je vais. dit qu'on attendait en 2 minutes, il reste une, hein. Allez, 12, 12,03. Ouais, voilà. À 04, c'est parti. Allez, 174. Bon, écoutez, bonjour à toutes et à tous et merci pour votre présence en ce lundi de rentrée hebdomadaire. Alors, je sais ce que je ressens, je dirais ce que vous voudriez bien me dire, nous dire, même si j'aurai l'occasion d'en parler demain à Lyon, à la GFHP de région, après-demain à la GFHP Hauts-de-France. Le sentiment peut-être hein, que nous avons arrêté de manière rapide, de manière, je dirais, extrêmement organisée, dirigée, c'est-à-dire en 24 heures, on est passé on bloque tout le 3 juin à on suspend le mouvement. Pour preuve, le matin du vendredi où nous avons levé le mouvement, il y avait la région, enfin il y avait la Réunion, pardon, c'est pas une région, c'est un territoire qui avait une conférence de presse. Donc, je suis désolé ou confus pour tous ceux qui, jusqu'à la fin, se sont mobilisés, car nous savions forcément la veille que nous allions arrêter pour le vendredi. Sentiment d'incompréhension, ça m'est remonté un petit peu, style pourquoi tu arrêtes si tôt, on allait gagner, enfin quand on allait gagner, on a déjà eu des avancées, mais on allait avoir plus. Bon. Ben, en fait, c'est tout simplement parce qu'il y a toujours un décalage entre des discussions que nous avons eues, soutenues avec nos ministres, hein, tant Mme Vautrin que M. Valtou, les différents cabinets. Il y a toujours des décalages entre des discussions qui sont, on va dire, confidentielles ou secrètes, même si le secret existe peu parce que tout se sait, mais des discussions qui, ben, en 2 mois, sont parties de je ne veux pas te recevoir, fais ta grève et on verra bien à la fin ce qui va se passer. Ah, bah, écoute, je veux bien te voir, je veux bien discuter et je veux bien avancer. Donc, ce sont des avancées en temps masqué, ce sont des discussions qui ont pris du temps et qui ont été doublées par un temps médecin, vous le savez, parce que nous étions embarqués dans une co-construction de cet arrêt d'activité avec les syndicats médicaux. Donc voilà, je tiens à peut-être, si j'ai un regret aujourd'hui, c'est peut-être l'annonce qui a été un petit peu rapide, mais c'est compliqué de vouloir maintenir jusqu'à la fin une pression parce qu'on voulait avoir plus et ne pas pouvoir, je dirais, vous informer en temps réel. Et Donc, puis après, on peut tout perdre aussi, hein, Lamine, hein. C'est-à-dire qu'à oui, un oui, moment donné, dans une négociation, tant qu'on n'a pas
finalisé, reçu un courrier, il y a un risque à un moment donné de tout perdre. Hein. Faut pas non plus se le voiler. Exactement. Donc, on a pris le parti de lever le mouvement avec les syndicats médicaux qui, eux, n'ont pas encore décidé s'ils allaient signer la convention. Ils doivent se réunir mercredi. Donc, vous avez été destinataire vendredi. Merci Bertrand, merci Christine, bien sûr, et merci l'ensemble du 106. Vous avez été destinataire du courrier ministre et, je dirais, d'un peu d'explications. Vous le savez, la première des mesures hein, qui est importante dans l'obtention de comment dirais-je, l'obtention des conséquences de ce mouvement de suspension d'activité et de grève, c'est d'avoir l'engagement. Alors vous me direz, c'est un engagement, mais bon, on n'est pas dans un système conventionnel où il y a un contrat qui est signé entre le ministre et la fédération. Ce sont que des intentions intentions qui vont être matérialisées et concrétisées très rapidement, mais intentions plus larges au niveau du gouvernement, c'est-à-dire de retrouver un mode de fonctionnement que nous avions par le passé, c'est-à-dire basé sur l'équité, la complémentarité et les discussions avec le ministère, ce que nous avions totalement perdu depuis le départ d'Aurélien Rousseau. Donc, volonté, je dirais, du gouvernement de rétablir un lien qui soit non plus conflictuel, mais égalitaire. Donc, ça passe par la récupération du CICE qui avait été obtenu par la FEAP, rappelez-vous, sur une annonce un peu surprenante d'Aurélien Rousseau en septembre ou octobre dernier, qui avait pris la décision de restituer le CITS, qui est l'équivalent du CICE. Donc, on a l'engagement de récupérer ce CICE à mi-année pour nous en 2024 à partir du 1er juillet et en année pleine sur 2025. Ça représente 2,17 de tarifs pour le MCO et le SMR. Pour la psychiatrie, c'est plus compliqué parce que c'était déjà intégré dans les tarifs par des tours de passe-passe incompréhensibles. Donc, pour simplifier la chose, on va demander qu'il y ait une enveloppe qui soit également attribuée au secteur psychiatrique pour avoir une égalité de traitement avec le MCO et le SMR sur ce volet CICE, qui est un parallélisme des formes. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. C'est une annonce sonnante et trébuchante de 17% des tarifs. Ça, c'est pour le volet inflation. Il n'y a pas de fléchage, et c'est important de le dire parce que j'ai eu de nombreuses inquiétudes sur le volet social. Il n'y a pas de fléchage sur telle ou telle partie et on l'attribuera à de l'inflation, c'est-à-dire pour lutter contre l'inflation, pardon. Le volet social s'est matérialisé par l'indemnité de suggestion de nuit, de dimanche et de férié, dite borne pour nos salariés. Donc, on sera éligible dès le 1er juillet pour ces mesures-là. Ce sera sûrement par voie de circulaire, certainement basée sur la SAE de nos établissements. Là, ça touche les trois spécialités, bien évidemment. Également, autre demande de notre part concernant les établissements en difficulté, toutes branches confondues. Le ministre s'est engagé via les FIR régionaux. FIR, vous savez que ce sont des financements à la main des ARS et on s'aperçoit souvent qu'en fin d'année, et c'est extrêmement triste de le constater, qu'il reste des marges de manœuvre pour ces financements. Donc, il y aura une attention particulière donnée pour les établissements qui sont en difficulté, avec bien sûr toute la transparence qu'il convient de donner pour l'état des comptes et des difficultés des établissements, pour qu'il y ait une aide via les ARS. Donc, on a un engagement d'avoir des budgets alloués à ces difficultés. Donc, si je fais un petit compte rapide des avancées, 2,17 pour le CICE, environ 1% pour Borne, ça fait 3,17. Vous rajoutez les établissements en difficulté, on peut arriver à 3,5, 3,8. Et donc, nous ne sommes pas très loin en année pleine des 4% d'écart qu'il y avait sur la campagne tarifaire 2024 versus le 0,3, 4,3. Donc, si nous étions en année pleine, je dirais que la marche est atteinte. Malheureusement, nous sommes en demi-année, donc la marche est demi-atteinte. Ceci dit, il y avait deux possibilités. Bon, la première, bien sûr, vous vous en doutez, je me suis battu jusqu'à la fin pour qu'on ait les mesures dites Guérini. C'était 50 millions d'euros en plus sur l'année 24, pour qu'on y ait, pour qu'il y ait véritablement un parallélisme des formes sur les campagnes FEAP et FHF.
Je ne l'ai pas obtenu, nous ne l'avons pas obtenu, au principe absolument extravagant et détestable qui est de dire que nous avons eu déjà sur la campagne 24 une enveloppe Guérini de 110 millions d'euros et que nous étions donc déjà servis sur ce volet social. J'ai beau expliquer que 110 millions d'euros étant inclus dans les 0,3 de tarif, nous n'avions aucune marge de manœuvre pour le volet social. Je n'ai pas été suivi, sinon je vous le dirai. Également, donc, on est en année pleine, pas loin de la cible, et demi-année, demi-cible. Mais nous avons pris le parti, je dirais, de conclure un accord, non pas un accord, oui, c'est un accord, mais de conclure l'accord qui a été, l'engagement, pardon, je cherche mes mots, c'est lundi, l'engagement qui a été du ministre d'accepter cet engagement, car la, le rôle d'une fédération, c'est bien sûr de traiter le court terme, de traiter les agressions, d'apporter des réponses lorsqu'il y a une volonté farouche de nuire, mais c'est aussi de prévoir les campagnes budgétaires suivantes. Et l'année 2025 nous permet, aujourd'hui, avec cet accord, d'être un peu plus serein sur ce qui va se passer en campagne tarifaire 2025. Parce qu'on on part tout de même avec 3% d'avance, hein, d'avance. Ça ne veut pas dire qu'il y a 3% de tarif, mais on part avec 3% d'avance par rapport à cette année. Donc, si vous voulez, l'impact, il est très fort. Également, autre avancée, autre engagement, c'est sur non, oui, la pluriannualité, je vais en parler après, sur la sous-exécution, pardon. La sous-exécution, vous le savez, c'est une somme d'argent qui est soit dépassée sur exécution pour notre branche, soit non dépassée pour la FHF. L'année dernière, à titre d'exemple, je vais simplifier, nous avions dépassé de 400 millions d'euros notre enveloppe volume. Et la FHF avait sous-exécuté à hauteur de 900 millions d'euros à peu près. Donc, il avait été acté, donc ça avait été tout de même, je dirais, une petite victoire, parce que notre dépassement de 400 millions d'euros a été défalqué de la sous-exécution. Ils auraient pu, réglementairement, au regard de la construction de l'ONDAM, récupérer ces 400 millions d'euros pour nous baisser encore plus les tarifs. Ils auraient pu le faire. Ils auraient pu le faire. Ils ne l'ont pas fait. Donc, ça a été 900 moins 400, 500 millions de sous-exécution. Et cette sous-exécution a été entièrement reversée à l'hôpital public. Vous vous en rappelez, on s'était ému de cette somme qui était versée à l'hôpital public, qui consistait à payer l'hôpital public pour de l'activité qu'il n'avait pas fait, c'est-à-dire donner plus pour travailler moins. Donc, on a obtenu par écrit que s'il y avait l'année prochaine une sous-exécution, globale, hein, ensemble, de tous les secteurs, il y aurait une répartition en fonction des masses de chaque fédération de cette sous-exécution. C'est-à-dire que tout n'irait pas à l'hôpital public et on en prendrait la partie qui nous revient, c'est-à-dire à peu près 15%, c'est le poids économique de la branche FHP versus les 105 milliards de l'Ondam hospitalier. Je mets des réserves car il n'est pas impossible que Bercy récupère cette sous-exécution. Donc là, je compte sur le lobbying de la FHF pour faire en sorte que cette sous-exécution demeure au sein de la branche pour qu'on puisse en récupérer les 15%. Donc ça, c'est l'événement aussi important et c'est écrit. C'est écrit. Alors vous allez me dire, quel est l'engagement d'une lettre écrite par un ministre? Il n'engage que lui. Voilà, il n'engage que lui, mais il est quand même écrit que c'est le ministre et le gouvernement. Oui. Bon, le ministre et le gouvernement. Mais ce n'est pas un décret de loi, ce n'est pas une circulaire d'application, mais tout de même, on sera très vite fixé sur l'application du CICE, des mesures bornes, et de l'autre vecteur important dans l'accord, c'est la pluriannualité. Vous le savez, Excuse-moi, il y avait le dégel aussi, peut-être, la mine dire. Hein. oui, le dégel, bien sûr, fait partie aussi d'un pot commun, c'est-à-dire que enfin, s'il est constaté fin d'année que nous sommes en surexécution, ce sera un examen attentif de la globalité de la surexécution et sous-exécution. Donc, ça nous protège pour un dégel partiel
comme nous l'avons connu en 2022. Je vous rappelle que ce dégel partiel est une aberration car il nous revient et je pense que le contentieux en cours devrait nous donner satisfaction parce que nous avons immédiatement porté recours contre ce dégel partiel. Donc, on espère avoir gain de cause et victoire sur 2022. Donc, la pluriannualité, ça concerne donc l'ensemble des fédérations et c'est pour prévoir 3 ans à l'avance, donc 25, 26, 27, l'évolution des tarifs de manière encadrée en fonction de l'Ondam hospitalier. Pour nous, c'est une demande forte, interfédération. Donc, on a dès cette semaine, je crois, des réunions préparatoires sur l'aboutissement de cette pluriannualité qui doit intervenir avant le 15 juillet. Donc, vous voyez, ce sont des engagements courts et des délais courts que nous avons souhaité faire apparaître dans cette lettre ministre qui, vous le verrez, vous l'avez lu certainement, chaque mot compte. Sur le social et la loi 33, donc là aussi, serpent de mer, il nous a été reproché à différentes reprises d'avoir agi de manière un petit peu seule sur cette convention, cette nouvelle convention collective, ce qui est totalement faux. Vous vous doutez bien que la FHP, le CINERPA et le thermalisme, nous ne sommes pas engagés dans cette réforme massive sans avoir des garanties de l'État et notamment du ministère du Travail, que l'on pouvait y aller. Mais comme par magie, les mots se sont envolés et malgré les mails que nous avons sur, je dirais, la demande des ministères de s'engager, ils n'ont pas voulu en tenir compte et ils nous expliquent de manière feutrée qu'il aurait été bien d'avoir un devis avant de recevoir la facture. Donc, on va travailler sur ce devis, on va travailler sur un avenant 34 qui permettra de revoir les bas salaires notamment. Vous le savez qu'il y a un risque de pénalité sur les bas salaires et puis surtout ces coefficients infra-SMIC sont totalement insupportables. Donc, il y a un engagement de travailler avec le travail, le ministère du Travail et la Santé, ça tombe bien, c'est la même ministre, Madame Vautrin. Il y a un engagement de travailler de manière rapide pour préparer en 3 ans l'évolution de notre classification 25, 26, 27. Donc là aussi, nous communiquerons avec vous de manière rapide via le pôle social qui va se mettre au travail dès maintenant et même il y est déjà depuis une petite semaine. Également, engagement de transparence sur les MIGAC et les FIR qui, aujourd'hui, vous le savez, sont attribués dans la plus grande opacité et pour lesquels nous n'avons pas d'informations. Donc voilà sur les avancées qui sont certaines crantées, opérationnelles très rapidement, et d'autres qui sont en termes de calendrier un peu plus lointaines, mais qui permettent, je dirais, de renouer un dialogue qui avait été rompu, je vous le dis, depuis le départ de M. Rousseau. En contrepartie, bien sûr, levée de la grève, donc le mot suspension a été écrit, donc suspension de la grève du 3 juin, et également retrait des recours MCO 2023 et 2024. 2023-2024, oui, c'était des recours sur la campagne tarifaire. Également, j'ai alerté, et donc là, ça fait partie des mesures annexes dans le cadre de la rénovation du dialogue social et économique avec le ministère, sur les difficultés du SMR, sur cette réforme qui est totalement imbuvable, qui est incompréhensible et qui, sur les territoires, se matérialise par des déficits annoncés d'établissements de manière absolument abyssale. Donc là aussi, avec le président Sanguignol, nous allons reprendre et continuer, je dirais, notre lutte pour faire en sorte que cette réforme, comme celle de la psychiatrie avec le président Lédé, soit, je dirais, amendée, revue et retravaillée, et qu'il y ait également des avancées, notamment pour le SMR, avoir un montant de transposition de l'ordre de 90 millions d'euros. C'est le montant que nous allons demander pour cette thématique et cette spécialité. Également, sur le champ MCO, c'était un petit peu la nouvelle parce que nous ne l'avions pas demandé, mais en creusant, nous nous sommes aperçus que c'était déjà inscrit dans le PLFSS. C'est le doublement, enfin, c'est l'alignement, pardon, des gardes de nos médecins
donc aux urgences, en réanimation, en obstétrique, en gynécologie, en pédiatrie et en anesthésie, doublement alignement, pardon, j'y tiens décidément, alignement des gardes pour tous ces médecins qui prennent donc dans l'établissement des gardes physiques, hein. Je ne parle pas d'astreinte, des gardes physiques. Donc c'est un alignement sur le montant de la garde publique. Donc là, c'est quand même une bonne nouvelle parce que ça fait entre 150 et 200 euros de plus par nuit et par férié. Donc, c'est toujours intéressant, vu la fuite de médecins que nous avons dans le service d'urgence vers ce que j'appelle les centres de soins non programmés qui ne prennent, enfin, c'est pas ce que j'appelle, mais qui ne prennent, je dirais, aucune contrainte d'actes lourds et qui, à 20 heures, ferment leurs portes. Donc, c'est une concurrence déloyale avec le service d'urgence et c'est un petit peu compliqué à vivre sur les territoires. Voilà ce que j'avais en explication sur ce courrier. Vous dire qu'aujourd'hui, il convient de renouer avec la FHF une discussion. Donc là, je vois Christine qui serre la mâchoire. Voilà. Donc moi, j'ai commencé bien évidemment dès vendredi à prendre la tâche avec mon homologue Arnaud Robinet. Je ne pense pas avoir de difficulté avec Arnaud pour renouer à tâche parce que c'est une personne que je connais bien depuis de nombreuses années avant qu'il soit président de la FHF. Donc, je n'aurai pas à titre personnel de difficulté pour travailler, retravailler avec lui. Maintenant, il faut que son administration, sa machinerie, elle aussi fasse preuve un peu, je dirais, de bon sens et se remette à travailler avec nous sur la pluriannualité notamment. Et le second chantier fort important et attendu, c'est la PDSES, Permanence des soins en établissement de santé, où, je vous rappelle, il va y avoir une réforme totale des lignes de garde publiques-privées. Et notre ministre nous attend sur ce sujet. Et son attente, pour moi, n'est absolument pas complexe, car depuis des années, je porte la PDSES dans la volonté de la fédération de s'investir dans les missions dites de service public. Voilà, ben le compteur est monté, 249. C'était Alors, le... Lamine, il y a un certain nombre de questions. Donc, il y en a certaines auxquelles je vais répondre concernant le social, si tu veux bien. Il y a une question importante qui a été posée, qui est, on a utilisé, tu sais, une terminologie qui était arrêt, et dans le CP avec les médecins, on a mis suspend la grève. Et on a changé le mot à dessein, tu te rappelles, avec les syndicats médicaux. Donc, je te laisse expliquer peut-être. Ah, ben, alors, si vous voulez, c'est une lettre d'engagement du ministre, d'engagement. Comme je vous le disais, je n'ai pas la certitude que ce sera appliqué. C'est une lettre d'engagement. C'est pas un contrat. Un contrat est applicable. Donc, nous aussi, nous nous protégeons, si vous voulez, par des termes qui sont la suspension. Voilà. Qui sont la suspension. Après, dire que nous allons reprendre le mouvement le 3 juillet, non, ce serait totalement farfelu de ma part. Mais il est important d'expliquer au ministre que s'il n'y a pas mi-juillet la pluriannualité, que ça ne sort pas fin juillet, que nous nous réservons bien sûr toute latitude pour une action. Maintenant, l'action que nous avons menée, qui a été d'ampleur, ce sera compliqué de la renouveler, c'est évident. Mais quand même, c'est un espèce d'avertissement à notre ministre pour lui dire, OK, tu t'es engagé, mais il faut que tu tiennes ton engagement, sinon l'accord sera caduc. Voilà ce que nous avons voulu. Et également, comme les médecins n'ont pas formalisé leur accord pour la convention médicale, il était important qu'ils aient aussi, eux, de leur côté, une porte de sortie de cet accord. Et c'est pour ça que ce mot a été trouvé. Parce que s'ils n'ont pas satisfaction, alors non pas sur, je dirais, le socle de la convention médicale, parce que les négociations sont terminées, la convention ne bougera plus, mais ils ont, eux, une année après signature pour mettre en œuvre, hein, parce que les déclinaisons par spécialité de la CCAM ne sont pas du tout abouties. Ils ont une année encore de discussion pour faire évoluer tel ou tel curseur par rapport à telle ou telle spécialité. Donc, c'est extrêmement complexe, c'est beaucoup plus complexe in fine que notre fonctionnement et notre réglementation.
Et donc, eux aussi souhaitaient que ce mot suspension soit appliqué. Voilà, c'est ça, c'est très clair, Lamine. Merci beaucoup. Je pense que ça répond à la personne qui a posé la question. Alors, sur l'avenant 33, peut-être dire quelques mots. La question que vous posez, c'est est-ce qu'il est caduc ou est-ce qu'il est abandonné? Alors, je dirais, en fait, ni l'un ni l'autre. Il faut comprendre la terminologie qui est indiquée dans le courrier. C'est-à-dire, dans le courrier, il est écrit que le gouvernement n'est pas en mesure de financer la mise en œuvre de l'accord dit avenant 33 dans ses termes actuels. Et dans ces termes actuels, en fait, ils entendent essentiellement la date d'application et les montants à financer. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, l'avenant 33 en 2024, c'est mort, quoi. On n'a pas les moyens de le faire et on ne peut pas le faire. Et il faut qu'on engage une négociation. Donc, avec le gouvernement, on a un rendez-vous dès mercredi après-midi avec la mine, avec le directeur de cabinet de Madame Vautrin, donc ministre du Travail et de la Santé, pour engager cette discussion. Et il va falloir qu'on trouve un chemin, je dirais, pour que cet avenant 33 bis, on va dire, qu'on pourrait négocier avec les syndicats, sous réserve qu'ils acceptent de négocier, ce qui n'est pas encore tout à fait gagné, puisque enfin, j'en dirai quelques mots après, puisse être financé dans le cadre du protocole pluriannuel. Donc, c'est vrai qu'on va rebattre certaines cartes de l'avenant 33 sur sa mise en œuvre et son coût, mais bien sûr, je pense qu'on aura quand même à cœur de préserver l'esprit qui a permis ce travail de simplification et de cette classification unique. Bon, après, on a aussi, bien sûr, la nécessité dans le cadre de la branche de l'hospitalisation privée, de travailler avec le CINERPA pour trouver aussi un calendrier de mise en œuvre qui pourrait aussi négocier de leur part, puisque vous savez que la branche est unique. Donc ça, c'est un vrai sujet qui est plutôt ouvert, c'est-à-dire qui reste à travailler. Alors, si on veut voir le verre plein, on peut se dire que cette commande de l'État, aujourd'hui, elle est inscrite quand même dans un engagement de financement. Après, qui n'est pas pour 2024 malheureusement, mais qui sera pour 2025 et après, et avec la nécessité affichée de conclure rapidement ce sujet-là. On a la CFDT et l'UNSA syndicats signataires de l'avenant 33, donc qui sont bien sûr très déçus hein, de ce caractère différé, ce qu'on peut comprendre. Bon, donc le gouvernement continue aussi à aller voir et à travailler avec eux. Donc là, ce qui va être important dans les temps à venir, et donc on va leur expliquer, il y a une CPPNI donc mercredi matin, on va voir comment on peut travailler cette question et vraiment en tripartite, hein, c'est-à-dire les deux fédérations employeurs, CNERPA et FHP, les partenaires sociaux et en lien avec le ministère du Travail et le ministère de la Santé pour le financement. Alors, question très pertinente, mais ça ne m'étonne pas, de Pascal Delubac. Dans le cas de la pluriannualité, va rester en suspens la question des financements via les SECAR, car nous sommes minoritaires en général. Oui, je confirme, hein, Pascal, pour le vivre avec toi en région Occitanie, notamment sur les urgences, mais également la psy et le SMR, c'est un sujet qui reste entier. Et comment dirais-je, ça ne faisait pas partie de la plateforme de négociation, mais par contre, ça fait partie des discussions rénovées que nous devons avoir pardon, avec la DGOS et le cabinet santé. Le problème reste entier, il n'a pas été traité, mais ça rentre pour moi, si tu veux, dans l'engagement. Alors, ne me dis pas hein, ce que tu penses de notre ministre, je le sais, de l'engagement de notre ministre sur un dialogue rénové et équitable. Voilà, je le dis avec tout le sourire et la connivence que nous avons, toi et moi, et avec d'autres, je sais que c'est partagé. Y a-t-il d'autres questions? Non, j'en vois pas. N'hésitez pas à poser des questions parce que je crois que c'est un Alors, peu. je pense qu'il y avait une remarque d'ailleurs de Pascal sur finalement
comment dirais-je, la négociation à l'extérieur, l'image qu'on peut donner après ça. Bon, on nous a demandé, hein, tu te rappelles, la mine la semaine dernière, donc au niveau du ministre, d'être assez discret sur les chiffres, hein. C'est pour ça que c'est la première fois qu'on utilise des chiffres, la mine, alors qu'en fait, on a fait l'exploit vendredi dernier d'être en séance de presse, de questions presse, en parlant d'une négociation financière sans jamais citer aucun chiffre en 1 heure, ce qui était quand même une prouesse. Bon, donc on a tenu cet engagement. On est quand même sur un mouvement et sur une relation rénovée, comme dit le ministre, qui, si elle se traduit en acte d'amour, peut être un vrai acte, hein, pas en déclaration d'amour, ça c'est facile, mais vraiment en acte d'amour pour être absolument un mouvement, un moment fondateur, puisqu'on a obtenu quelques décisions à court terme, mais surtout sont développées, comme tu le disais à l'instant, le principe d'équité de traitement, le principe de l'enveloppe commune avec le public. Donc, pas mal de choses qui nous tenaient à cœur, qu'on demandait depuis longtemps et qui, si elles trouvent leur traduction dans le cadre du protocole pluriannuel et que le protocole pluriannuel est opposable, et bien entendu, on va pouvoir, on va veiller à ce qu'il y ait un amendement au PLFSS pour passer d'un protocole pluriannuel qui peut être fait, qui doit être fait avec une obligation de conclure ce protocole. Donc, on voit bien qu'on est sur un moment clé où il va falloir, on a un engagement politique très fort, mais il va falloir transformer l'essai. Je crois que tu dis au rugby, moi j'y joue pas, mais il me semble que c'est comme ça qu'on dit, en points. Et là, c'est vrai que l'unité que nous avons eue ces dernières semaines doit être consolidée. Je le dis un peu directement, hein, mais je mets les pieds dans le plat. Il ne faut pas d'état d'âme à l'extérieur de la fédération. Qu'il y ait des discussions au sein de la fédération, c'est tout à fait normal et on les alimente et on est très attentif à écouter les avis des uns et des autres. Mais je pense qu'à l'extérieur de la fédé, il faut qu'on continue toujours à être unis, même si on a été fortement secoué par cette période de mobilisation. On est encore secoué parce que sortir d'un mouvement de grève, c'est quelque chose qui heurte, qui est secouant, qui remet en cause, qui est aussi une forme de brutalité, hein, parce qu'on a mis beaucoup d'énergie dans la mobilisation des uns et des autres, et on doit s'arrêter. Mais en fait, cette étape-là, c'est comme la mobilisation, on doit absolument la réussir. Et on doit la réussir tous ensemble. Si on ne la réussit pas tous ensemble, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous savez, on a des petits camarades en face qui ont fait là plutôt une mauvaise communication au niveau de la FHF vendredi dernier, donc qui était pas du bon niveau et qui finalement montraient qu'on avait marqué une étape décisive. Ben, eux, ils attendent qu'une chose, c'est qu'on se divise et qu'on soit moins fort qu'avant. Donc non, on a fait une longue et intense mobilisation. On a eu 600 articles de presse, mobilisation d'élus majeurs grâce à tous, grâce aux régions, grâce aux syndicats de spé, grâce à l'engagement de tout le monde. Il faut capitaliser là-dessus. On a été fort, on a montré qu'on était indispensable et on a aussi montré qu'on était capable d'avoir un mouvement unitaire avec les syndicats médicaux. Donc, on a obtenu des engagements, des actes de décision du ministre qui convient maintenant de traduire en actes d'amour, mais il faut absolument qu'on garde la même tonalité, la même énergie et que on discute de nos modalités de fonctionnement, de ce qu'on souhaite voir améliorer. Bien sûr, il y a un certain nombre de points qui manquent, qu'il faut qu'on négocie à côté, puisque là, on avait une plateforme de revendication qui était centrée sur la campagne tarifaire et la pluriannualité, mais plein d'autres sujets restent entiers et on va les traiter avec vous. Mais il faut absolument, je pense, dans ce moment clé, il faut absolument qu'on reste unis. Je pense, Alors, c'est une idée. des questions sur le chat, sur l'application des mesures bornes, donc 1er juillet, sous réserve de son financement, c'est-à-dire via circulaire, et de l'adéquation, hein, de la vérification, pardon, entre les montants qui sont simulés par notre actuaire et les montants qui vont être attribués par la DGOS. Donc là, c'est 1er juillet, mais sous réserve de, pour répondre à ta question, Vincent, sur l'augmentation du point et les NAO, là, c'est le COMEX qui va se réunir, la commission sociale, etc. Il n'y a pas du tout de position aujourd'hui qui a été évoquée, ni quoi que ce soit. Donc, c'est pas à l'ordre du jour. Enfin, ce sera à l'ordre du jour des prochains comités exécutifs, mais il n'y a rien aujourd'hui.
Ça me semble important de le dire. Réforme du SMR, double échelle de pondération, oui, bien sûr. Mais si vous voulez, c'était compliqué de lier l'équité souhaitée de la campagne tarifaire dans le cadre de nos revendications et de mêler malheureusement ben, la psychiatrie qui a encarafé, le SMR qui a encarafé. C'était beaucoup de, comment dirais-je, beaucoup de sujets qui sont propres à notre fonctionnement et qui, en termes de com et de médias, étaient difficiles à exprimer dans une plateforme de revendication. Mais par contre, ça fait partie, comme je vous le disais, des discussions que nous devons avoir et de l'amélioration du système de cette réforme. Mais bien sûr, hein, le président Sanguignol porte en permanence la double échelle tarifaire, la double échelle de pondération. C'est le socle, le fondement même de la réforme qui est à revoir et qui n'est pas acceptable. Donc voilà pour la réponse aux questions que j'ai pu voir sur le chat. Et l'annulation du coefficient CICE va-t-elle se faire sous quelle forme et quand? Des amenements individuels par établissement délivrés par les ARS ou une enveloppe globale pour solder 24 et changement du coefficient au 1er mars 25. Là, on n'a pas non plus l'opérabilité de ce CICE. Ce sera certainement via une enveloppe lors d'une circulaire sur 2024 parce que la campagne tarifaire ne va pas bouger. Hein, vous le savez, les tarifs sont gravés et il a été clairement exprimé par le gouvernement qu'il ne reverrait pas les tarifs de la campagne tarifaire. Donc ce sera en C4 en circulaire, pardon, pas C4, excusez-moi, en circulaire, je ne sais pas laquelle, donc c'est à nous, là, dans les jours qui viennent, on est lundi, hein, dans les jours qui viennent, on a déjà une réunion mercredi, dans les jours qui viennent, pour caler tout ça, voilà, pour caler tout ça. Et après, ce sera dans les tarifs. Et là, je vous le dis, le danger, et c'est absolument ce qu'il faut éviter, c'est que on a une avance de 2,17 par rapport à une campagne tarifaire, par rapport à la campagne tarifaire de l'année dernière. Mais si la campagne tarifaire 25 est aussi délétère que celle de 24, il faudra bien toutes ces avancées pour ne pas être en tarif négatif. Je tiens aussi à vous le dire. C'est pas la peine de vous vendre du rêve, et puis c'est pas ça n'a jamais été ma logique. Vous le savez, je suis comme vous sur les impacts des campagnes tarifaires. Je suis le premier concerné, non pas le premier, mais si, parce que je suis le président de la fédération, mais le premier concerné sur mon groupe. Donc, je suis, comme vous, inquiet sur la campagne tarifaire 2025, mais déjà, on va essayer de passer et de réduire les effets sur 24. Mais attention, le 2,17 de CICE en plus ne veut pas dire un tarif à minima à 2,17 l'année prochaine. Qu'on soit bien clair là-dessus. Hein. La campagne tarifaire, il y a d'autres paramètres, vous le savez, notamment l'effet volume. L'Ondam va passer de 3,5 à 2,9 à peu près, je crois. Donc voilà, on ne va pas vers une période rose. On va vers une période de réduction. Pour info, la rapporteuse générale du PLFSS, Stéphanie Rist, a démissionné de sa fonction et il devrait y avoir un nouveau rapporteur. On parle de Philippe Vigier, mais c'est une élection, donc ce n'est pas encore acté. Et lorsque Stéphanie était dans l'écriture, parce que le PFSS s'écrit déjà maintenant, elle se cassait la tête pour trouver 10 milliards d'euros d'économie. Voilà, 10 milliards d'euros d'économie, c'est quand même assez monstrueux pour nos tarifs en termes de répercussions. Donc, voilà, je ne veux surtout pas vous inquiéter parce que la barque a été lourde et chargée ces dernières semaines, mais retenez que 2,17 d'avance sur le CICE, plus le 1% de borne, ce n'est pas 3,17 de tarifs positifs l'année prochaine. Voilà, mais c'est l'année prochaine. D'ici là, on va essayer déjà de contractualiser tout ce qu'on a obtenu comme engagement. Alors, on va continuer, Lamine, à vous accompagner avec différents flashs et différents outils, comme on a pu le faire pendant toute la durée de la mobilisation, donc au niveau de la FHP. Donc, vous recevrez dans les jours à venir diverses propositions de courriers pour les élus, pour les ARS, pour
les syndicats, etc. Donc, voilà, donc on continuera donc à vous donner des documents et à vous donner des outils que vous pouvez adapter, bien sûr. Et puis, on a décidé, vous savez qu'on avait créé un comité de coordination opérationnelle donc, qui s'est réuni vendredi dernier. Et on a décidé de maintenir le principe d'une réunion par semaine. Parce que bon, pour nous, ben, comme je vous disais, c'est un point d'étape, mais c'est pas fini, hein. On suspend quelque part, hein. Donc, il faut maintenir une pression et puis surtout, il faut capitaliser sur les acquis qu'on a pu avoir grâce à ce mouvement de mobilisation. Voilà la mine, ce que je voulais ajouter. Merci. Non, je regardais s'il y avait d'autres questions sur le chat, j'en ai pas vu. Je crois Donc, pas. tu m'entends pas? Si on t'entend très bien, j'ai dit je crois Ah, pas. ah, voilà, ah si, il y a un qui est apparu. Euh, Il s'en va, Pascal, c'est tout. ok, ok Pascal, bon rendez-vous. Bon, ben, je vous propose de clôturer ce web. Merci pour votre présence et surtout, surtout pour votre confiance, parce que ça a été important pendant toute cette période qui a été extrêmement difficile. Je tenais à le dire pour l'équipe du 106 et donc les en remercier parce que vous ne pouvez pas, et puis de toute façon, c'est normal que vous ne le sachiez pas, mais c'était une mobilisation 7 jours sur 7. Il y a eu des ponts et le 106 n'a pas eu de pont. Voilà. Pas eu de férié, pas eu de pont. Samedi matin, les samedis matins et les samedis soirs, c'était des visios de 9h à 11h et le soir de 17h à 20h, pratiquement tous les week-ends. Donc voilà, je voulais vous en remercier parce que c'est un travail ingrat qui ne se voit pas et qui tout de même aura permis, je dirais, d'obtenir une partie des demandes. Mais ce que je retiendrai, c'est l'engagement du ministre d'avoir une équité entre les secteurs. Voilà, c'était un des objectifs de notre mouvement de très forte mauvaise humeur. Très forte mauvaise humeur. Voilà, merci à vous toutes et à vous tous. Merci à la team et puis merci à vous surtout sur les territoires qui vraiment, vous avez joué le jeu. Enfin, c'est pas un jeu, pardon. Vous avez appliqué, je dirais, les directives de la fédération et des fédérations régionales. Merci et des spécialités, bien évidemment, des syndicats de spécialité, bien évidemment. Merci à vous toutes. Bon début de semaine et puis à tous les adhérents d'Auvergne-Rhône-Alpes à ce soir et à demain pour la suite des échanges. Merci, au revoir. Merci. Bonne journée à tout le monde. À très vite. Merci.